L'Europe est en flammes. Le rugissement des moteurs nazis résonne au-dessus de la Manche, tel un écho métallique annonçant la fin d'une époque. À l'horizon, des colonnes de fumée s'élèvent au-dessus de Londres, Coventry et Portsmouth. Les sirènes hurlent, les abris se remplissent, et le ciel, autrefois symbole de liberté, devient un champ de bataille. Le Troisième Reich domine le continent. La France est tombée, la Pologne a été rayée de la carte, et les troupes d'Hitler avancent victorieusement des Pyrénées à la Baltique. L'Europe entière semble s'agenouiller devant la puissance allemande, sauf une île. Une petite nation entourée par la mer, éprouvée par la guerre, mais toujours debout, la Grande-Bretagne. Et alors surgit la question qui allait changer le cours du XXe siècle. Pourquoi l'Allemagne nazie, à l'apogée de sa puissance, a-t-elle renoncé à envahir les îles britanniques? Qu'est-ce qui a arrêté Hitler lorsqu'il semblait avoir le monde entier à ses pieds? Était-ce une décision stratégique, une question de hasard, ou le premier signe que l'empire du Troisième Reich n'était pas invincible? Voici le récit de l'opération Lion de mer, Seelöwe, le plan qui aurait pu changer le destin de la planète. Une histoire d'audace, de résistance et d'erreur fatale. Un choc entre deux visions du monde, la tyrannie et la liberté. Et surtout, l'histoire d'un ciel qui refusa d'être conquis. L'année est 1941. L'Europe n'est plus le même continent qu'il y a seulement 2 ans. Les lumières de ces villes, autrefois symboles de culture, de progrès et de modernité, se sont éteintes sous le fracas des bombes. Au cœur du continent, la carte politique a été effacée et redessinée par la force de l'acier et du feu. La France, fière et puissante, est tombée en quelques semaines. 6. Seulement 6 semaines ont suffi pour que l'armée allemande, portée par une nouvelle et dévastatrice forme de guerre, la Blitzkrieg, la guerre éclair, écrase l'un des plus grands armées d'Europe. La ligne Maginot, ce mur que l'on croyait infranchissable depuis des années, a simplement été contournée. Paris est tombé, et avec elle, l'espoir d'une Europe libre s'est éteint. La Pologne, le premier choc du conflit, avait déjà été effacée de la carte 1 an plus tôt. Sa résistance fut courageuse, mais brève. Les blindés allemands avançaient depuis l'ouest, tandis que l'armée soviétique progressait depuis l'est. En quelques jours, le pays fut coupé en deux, et son peuple se retrouva piégé entre deux puissances qui, l'espace d'un instant fugace, partageaient le même objectif, le détruire. La Norvège, au nord, avait également succombé. Ses ports, vitaux pour le contrôle de la mer du Nord, tombèrent les uns après les autres sous le contrôle du Reich. L'Allemagne ne dominait pas seulement le cœur du continent. Elle contrôlait aussi ses mers, ses routes et ses cieux. En à peine 2 ans, Hitler avait accompli ce qu'aucun autre dirigeant européen n'avait même imaginé. Les armées allemandes avançaient avec une confiance qui semblait sans limite. Les drapeaux à croix gammées flottaient des Pyrénées à la Baltique. Chaque nouvelle victoire renforçait l'idée que le Reich était invincible. L'Europe était à genoux. Et pourtant, une seule nation restait debout. Une île solitaire, de l'autre côté de la Manche, la Grande-Bretagne. Là-bas, le peuple britannique vivait son heure la plus sombre. Dans les cieux, les chasseurs de la Luftwaffe rugissaient jour et nuit, larguant des bombes sur Londres, Coventry et d'autres villes. Le feu illuminait les nuits, les sirènes hurlaient sans relâche, et chaque aube apportait une seule question. Le Royaume-Uni tiendra-t-il demain? Mais loin de se rendre,
le peuple britannique s'unissait comme jamais auparavant. Hommes, femmes et enfants répondaient à l'appel de leur nation. Dans les villages côtiers du Sud, des familles entières creusaient des tranchées, fortifiaient les murs et construisaient des défenses improvisées face à une invasion possible. Sur les plages, des obstacles en acier, des barbelés et des mines étaient placés, tandis que des ballons barrières flottaient au-dessus des villes pour les protéger des bombardiers ennemis. Le pays entier se transforma en forteresse. Les civils s'entraînaient avec des bâtons de bois à la place des fusils, attendant le jour où l'ennemi traverserait la Manche. Les enfants étaient évacués vers la campagne, tandis que les usines travaillaient jour et nuit pour produire avions, munitions et véhicules. Chaque personne, quel que soit son âge ou sa profession, avait un rôle dans la défense de la patrie. À ce moment-là, la Grande-Bretagne n'était pas seulement un pays, c'était une idée. Une idée de résistance, de liberté, de dignité face à l'obscurité qui s'étendait sur le continent. Winston Churchill, de sa voix grave et de son regard d'acier, parlait au peuple à la radio « Nous ne nous rendrons jamais ». Et ces mots se gravèrent dans l'âme de millions de personnes. Pendant ce temps, à Berlin, dans les salons du pouvoir, Adolf Hitler observait les cartes étalées sur une table. Chaque ligne, chaque symbole, représentait un front, une armée, une nation conquise. Seul un petit espace de couleurs différentes résistait à l'ouest, le Royaume-Uni. Un territoire minuscule, séparé du continent par un détroit de seulement 30 km d'eau. Hitler voyait en ce point un défi personnel. Chaque victoire précédente lui avait démontré que rien n'était impossible. L'Europe entière brûlait sous sa domination. Et de l'autre côté du canal, son dernier ennemi respirait encore. L'année 1941 marquait un moment décisif. Le continent était enveloppé de flammes. Les frontières n'étaient plus des lignes sur une carte, elles étaient désormais des cicatrices. Et dans ce monde en ruine, le destin de la guerre et peut-être de toute l'humanité pendait à un fil, soutenu par la détermination d'un peuple unique qui refusait de s'agenouiller. L'Europe reste en flammes. Les villes réduites en ruines, les rues couvertes de poussière et la fumée de la guerre flottant au-dessus d'un continent qui semble avoir oublié la paix. Dans ce décor dévasté, entre l'écho des canons et le grondement des moteurs, surgit une idée qui défie toute logique militaire. À Berlin, Adolf Hitler, l'homme qui a conquis presque tout le continent, conçoit un plan qui, s'il réussit, scellerait sa domination totale sur l'Europe. Son objectif ? Traverser la Manche, débarquer sur les plages du sud de l'Angleterre et prendre Londres en quelques semaines. Un coup audacieux, presque impensable, qui mettrait à genoux le dernier bastion encore résistant. Le but est clair, briser la volonté du peuple britannique avant que les États-Unis ou l'Union soviétique aient le temps d'intervenir. Tout doit se faire rapidement, avec la même précision et efficacité brutale que les campagnes précédentes. Dans les bureaux du haut commandement allemand, l'activité est frénétique. Les officiers se penchent sur des cartes détaillées, calculent les marées, les routes et les courants. En surface, tout semble méticuleusement planifié. Les divisions qui débarqueront, les routes qu'elles suivront, les plages où elles établiront des têtes de pont. Mais au fil des jours, la réalité commence à montrer ses failles. Ce qui semble possible sur le papier devient presque impossible en pratique. Traverser la Manche n'est pas seulement une question de courage, mais de maîtrise absolue du ciel et de la mer. Les stratèges allemands comprennent rapidement une vérité incontournable. Sans supériorité aérienne,
toute tentative d'invasion serait un suicide. La Royal Navy, puissante et expérimentée, pourrait détruire une flotte de transport avant qu'elle ne touche terre. La Luftwaffe, la force aérienne allemande, devait d'abord nettoyer le ciel des chasseurs ennemis, neutraliser les aérodromes britanniques et laisser la RAF, la Royal Air Force, sans capacité de riposte. Ainsi, presque sans s'en rendre compte, le centre du conflit change. La bataille pour la Manche ne se décidera pas sur l'eau, mais dans les airs. Commence une nouvelle phase de la guerre, la bataille d'Angleterre. Depuis les aérodromes du nord de la France et de la Belgique, les pilotes allemands décollent à l'aube. Le rugissement des moteurs des Messerschmitt et des bombardiers Heinkel brise le silence. En formation serrée, ils traversent la Manche, laissant derrière eux un ciel noir de fumée et de bruit. Les villes du sud de l'Angleterre se préparent à l'impact. Londres, Portsmouth, Southampton, Douvres, toutes sont dans le collimateur. Le son des sirènes anti-aériennes devient partie intégrante de la vie quotidienne. Les familles se réfugient dans le métro, tandis que les explosions illuminent la nuit. Chaque attaque est un test de résistance. Chaque aube une victoire par le simple fait de rester debout. Pendant ce temps, dans les quartiers généraux du Reich, règne une confiance absolue. Les généraux discutent logistique et datent avec l'assurance de ceux qui croient que le triomphe est garanti. Dans les salles enfumées, les rapports sont lus avec enthousiasme. Les officiers répètent les mêmes chiffres, les mêmes prévisions. L'Angleterre tombera bientôt. Parmi eux, Hermann Göring, chef de la Luftwaffe, promet un résultat rapide et décisif. Il assure à Hitler que ses pilotes élimineront la RAF en quelques jours, que le ciel au-dessus de la Manche appartiendra bientôt au Reich. La propagande se charge de répéter le message. Les Britanniques ne pourront pas résister. Leurs défenses seront balayées comme des feuilles au vent. La machine médiatique allemande nourrit le mythe de l'invincibilité. Chaque discours, chaque titre, chaque photo renforce l'idée que le destin est déjà scellé. Mais la guerre ne se gagne pas sur le papier ni dans les discours. Et sur le terrain, la réalité est bien différente. Certains officiers allemands commencent à douter. Ils avertissent que la Manche n'est pas un simple obstacle géographique. C'est une barrière naturelle, une défense qui a protégé les îles britanniques pendant des siècles. Les calculs sur le climat, les courants et les marées ne coïncident pas toujours. Les opérations maritimes s'avèrent plus complexes que prévu. Et surtout, il y a la puissance de la Royal Navy, qui pourrait détruire toute tentative d'invasion avant que les troupes allemandes ne débarquent. Les voix de prudence se font entendre, mais elles sont à peine tolérées. Personne n'ose contredire ouvertement le Führer. La machine politique du Reich ne laisse pas de place au doute. Hitler, impatient par nature, commence à montrer des signes de frustration. L'attente le consume. Il ne supporte ni les retards, ni les avertissements prudents. Chaque jour d'inactivité est pour lui une défaite morale. Son orgueil exige mouvement, avancée, conquête. La guerre est claire, la Blitzkrieg lui a appris à gagner avec rapidité. La lenteur l'exaspère. La planification minutieuse lui semble une forme de lâcheté. Dans son esprit, l'invasion aurait déjà dû avoir lieu. Son ambition, son désir d'écraser la Grande-Bretagne avant de se tourner vers l'Est, commence à se heurter aux limites techniques et stratégiques de sa propre armée. Ce qui paraissait au départ une offensive inévitable se transforme en un casse-tête rempli d'obstacles. Les jours deviennent des semaines. Les rapports arrivent les uns après les autres, de plus en plus ambigus.
Les dates proposées sont sans cesse repoussées. Le moral allemand, autrefois euphorique, commence à se fissurer. Dans les hauts commandements, certains officiers comprennent que la fenêtre d'opportunité se referme. Les conditions météorologiques se détériorent avec l'arrivée de l'automne, et les Britanniques, loin de se rendre, se renforcent. La RAF fait preuve d'une résistance farouche. Malgré les pertes, elle continue de combattre. Les chasseurs Spitfire et Hurricane sillonnent le ciel jour après jour, affrontant un ennemi plus nombreux, mais non plus déterminé. À Berlin, Hitler regarde à nouveau la carte. Devant lui, le continent entier semble lui appartenir. Des Pyrénées à la Baltique, son contrôle est presque absolu. Mais là, à l'extrémité occidentale, une mince bande bleue fait la différence. La Manche. À peine 30 kilomètres d'eau séparent son empire du dernier adversaire libre. 30 kilomètres, si peu, et pourtant si impossible à traverser. Cette distance, si courte sur les cartes, devient une barrière symbolique, une frontière entre le pouvoir et la limite, entre le mythe et la réalité. Le ciel appartient encore aux Britanniques. Le plan d'invasion est tracé. Les troupes sont prêtes, les plages de France sont remplies d'embarcations improvisées. Mais sans le contrôle des airs, aucune armée ne pourrait atteindre vivante les côtes anglaises. Ce qui devait être l'aboutissement d'une campagne parfaite se transforme en une attente désespérante. Hitler observe, impatient, comment son rêve d'écraser l'Angleterre s'évanouit entre nuages, marées et résistance du peuple britannique. Et à cet instant, sans le savoir, le mythe de son invincibilité commence à se fissurer. Les cieux au-dessus de l'Europe cessent d'être seulement de l'espace. Ils deviennent des champs de bataille. Entre juillet et octobre 1940, le destin du continent se décide dans les airs. À plus de 1000 mètres d'altitude, où le rugissement des moteurs se mêle au sifflement du vent, des milliers d'hommes livrent des duels mortels au-dessus de la Manche et des villes anglaises. Il n'y a pas de tranchées, pas d'abri. Seulement le ciel ouvert, la fumée et la vitesse. À chaque rencontre, la vie ou la mort dépendent d'une seconde, d'un virage précis, d'une balle qui touche sa cible ou frôle la carlingue. L'air, auparavant invisible et calme, est maintenant fait de feu et d'acier suspendus dans le firmament. Chaque jour, les radars britanniques détectent l'avancée des escadrons ennemis. Les alarmes retentissent. Les pilotes courent vers leurs chasseurs. Les mécaniciens poussent les avions sur les pistes. En quelques minutes, les moteurs rugissent et les appareils décollent vers le combat. Le ciel du sud de l'Angleterre se remplit de silhouettes minuscules qui tournent, montent et piquent. Les nuages se teintent de fumée noire. Les habitants regardent en l'air, cherchant dans le vacarme l'issue invisible de la bataille. Là, au-dessus d'eux, se joue la lutte pour la survie de leur nation. La nuit, l'enfer se déplace dans les villes. Le son des sirènes rompt le silence à plusieurs reprises. C'est le signal que les bombardiers allemands approchent. Les familles courent vers les abris, les lumières s'éteignent et le ciel s'illumine d'éclairs oranges. Londres brûle. Coventry, Southampton, Birmingham, toutes deviennent des cibles. Le feu se reflète sur la Tamise, les flammes atteignent les toits et la fumée couvre l'aube. Mais malgré la destruction, l'esprit britannique ne se brise pas. Au milieu du chaos, les Londoniens chantent, aident, reconstruisent. Chaque nuit, ils survivent. Et chaque matin, ils relèvent leur ville des cendres. Pendant que les bombardiers déversent leur fureur sur l'Angleterre, dans les aérodromes du Sud,
les jeunes pilotes de la RAF, la Royal Air Force, se préparent à décoller une fois de plus. Beaucoup ont à peine 20 ans. Certains gardent encore des photos de leur famille collées dans le cockpit, petites images d'un foyer auquel ils ne reviendront peut-être jamais. Chaque décollage peut être le dernier, mais ils ne doutent pas. Ils montent dans leur chasseur avec la sérénité de ceux qui comprennent que le devoir n'admet pas de repos. Ils savent que s'ils échouent, leur pays tombera. L'un de ces jeunes écrivait dans son journal, d'une écriture tremblante et d'encre tachée de fumée. « Nous ne combattons pas seulement pour l'Angleterre. Nous combattons pour la liberté de respirer l'air libre. » Cette phrase, simple et humaine, résume l'essence de la résistance britannique. Ce n'était pas seulement une bataille pour des territoires ou des frontières. C'était un combat pour la liberté d'exister sans chaîne, pour le droit de décider de son propre destin. Chaque combat aérien était un cri contre la tyrannie, une affirmation de vie face à la peur. Dans les cieux, les chasseurs Spitfire et Hurricane deviennent les nouveaux héros de la guerre. Leurs ailes argentées tranchent le vent avec une précision mortelle. Face à eux, les bombardiers allemands découvrent que l'ennemi est plus rusé qu'ils ne l'avaient prévu. La technologie britannique, combinée à des tactiques ingénieuses et au système de radar qui détecte les mouvements ennemis, change les règles du jeu. La Luftwaffe, qui se croyait invincible, commence à subir des pertes. Chaque affrontement fait tomber des dizaines d'avions, britanniques comme allemands, mais lentement, l'équilibre penche en faveur du Royaume-Uni. Depuis son bureau, Winston Churchill observe les rapports de combat. Jour après jour, il reçoit les chiffres des pertes, les noms des pilotes tombés, les villes dévastées. Et pourtant, il lit aussi les rapports de victoire. Escadrons ennemis repoussés, bombardiers abattus, cieux défendus avec succès. Churchill comprend que ce qui se passe dépasse la guerre elle-même. C'est un symbole. La lutte d'une petite nation sur son territoire contre un empire colossal en puissance. Témoin de l'héroïsme de ses aviateurs, il prononce les mots qui resteront gravés dans l'histoire. Jamais autant de gens n'ont dû autant à si peu. Cette phrase devient le battement du Royaume-Uni. Elle se fait entendre à la radio, se répète dans les rues, s'écrit sur les murs. Les quelques-uns, comme les a appelés Churchill, représentent le courage, la jeunesse et la foi d'une génération entière. Dans chaque chasseur qui décolle, dans chaque pilote qui revient avec un avion criblé de trous, vit l'esprit de résistance qui maintient la nation debout. Et cet esprit commence à inspirer le monde entier. De l'Amérique aux colonies de l'Empire britannique, des millions observent comment une île assiégée refuse de se rendre. La bataille se prolonge pendant des semaines. L'été se transforme en automne et les combats ne cessent pas. La fatigue est immense. Les pilotes britanniques dorment à peine quelques heures entre les missions. Les mécaniciens travaillent la nuit, changeant les moteurs, rivant les fuselages. Dans les abris, les enfants apprennent à distinguer le son des différents avions par le bourdonnement de leurs moteurs. Et pourtant, le moral ne s'effondre pas. Londres reste debout. L'Angleterre continue de résister. La Luftwaffe intensifie ses attaques, mais le ciel semble devenir de plus en plus hostile pour elle. Enfin, après des mois de combats incessants, le résultat est indéniable. La Luftwaffe n'a pas atteint son objectif. La Royal Air Force a survécu, et avec elle, la nation britannique. Pour la première fois, Hitler est contraint d'accepter une défaite.
Ce qui avait commencé comme une campagne pour détruire la RAF devient un symbole de résistance mondiale. La victoire aérienne britannique ne sauve pas seulement un pays, elle change la perception mondiale de la guerre. L'invincibilité du Reich est mise en doute. Pour la première fois, le monde voit que Hitler peut être arrêté. Et ainsi, lorsque les sirènes cessent enfin de retentir, lorsque la fumée se dissipe au-dessus des ruines de Londres et que les premiers rayons du soleil traversent l'horizon, la Grande-Bretagne émerge fatiguée, blessée, mais debout. Le ciel, ce champ de bataille où tant ont donné leur vie, redevient bleu. Dans ce silence, après la tempête, le peuple britannique sait qu'il a fait plus que résister. Il a démontré que même dans l'obscurité la plus totale, l'espoir peut s'élever plus haut que les bombes. L'écho de la défaite résonne à Berlin. Après des mois de combat, le rêve de conquérir l'Angleterre s'est évanoui entre nuages de fumée et ailes abattues. Les promesses de victoire éclair se sont transformées en silence gênant dans les couloirs du pouvoir. Pour la première fois, le Führer fait face à un obstacle qu'il ne peut surmonter ni par la force brute, ni par la rapidité de ses armées. La bataille d'Angleterre ne s'est pas terminée par un triomphe, mais par une blessure invisible, celle d'un orgueil meurtri. L'Europe observe, et dans le cercle intime du régime commence la recherche de coupables. Hitler, frustré, ne peut accepter l'idée que la défaite soit la sienne. Son esprit, obsédé par la perfection et le contrôle, rejette toute faute personnelle. Les responsabilités doivent retomber sur d'autres. Et le premier à ressentir le poids de cette frustration est Hermann Göring, l'homme en qui il avait confié la domination du ciel. Göring avait promis des résultats rapides, avait assuré que la Luftwaffe détruirait la RAF en quelques jours. Mais les chiffres racontent une autre histoire. Avions perdus, pilotes épuisés, mission ratée. La confiance aveugle qu'Hitler avait placée en lui commence à se fissurer. Lors des réunions, les regards deviennent tendus, les voix s'élèvent, les rapports sont manipulés pour cacher les échecs. Dans son désespoir de renverser le cours des événements, Hitler ordonne d'intensifier les bombardements. Il ne s'agit plus de cibler des objectifs militaires précis. Les usines, les aérodromes et les dépôts de carburant laissent place à une nouvelle tactique, bombarder des villes entières. Londres, Coventry, Liverpool, toutes deviennent des cibles. Le Blitz commence. Nuit après nuit, les bombardiers allemands sillonnent le ciel britannique en déversant leurs charges mortelles sur des quartiers résidentiels, des hôpitaux et des écoles. La stratégie est claire: briser le moral du peuple anglais, soumettre son esprit par la terreur. Mais le résultat est exactement le contraire. Le Blitz ne détruit pas la Grande-Bretagne, il la renforce. Les ruines deviennent des symboles de résistance. Les familles qui perdent tout ne demandent pas la reddition, mais davantage de détermination. Dans les abris souterrains, tandis que les bombes tombent à la surface, les citoyens chantent, s'embrassent et attendent l'aube. Londres, blessée et fumante, refuse de s'agenouiller. Churchill le comprend et transforme la souffrance en unité. Sa voix, diffusée à la radio, devient la flamme qui maintient l'espoir vivant. Chaque attaque allemande renforce le sens du devoir national. L'ennemi peut détruire leur maison, mais pas leur volonté. Au fil des semaines, la frustration au cœur du Reich se transforme en obsession. Hitler s'enferme de plus en plus sur lui-même. Les réunions stratégiques deviennent des monologues. Ses généraux écoutent sans oser interrompre. Les rapports négatifs sont adoucis. Les données réelles sont cachées. La réalité filtre lentement, mais le Führer la rejette. Dans son esprit,
la défaite aérienne n'est pas définitive, seulement temporaire. Il est convaincu que l'Angleterre ne combat pas seule, qu'elle résiste uniquement parce qu'elle espère un allié caché. Son obsession trouve une nouvelle cible, l'Union soviétique. Pour Hitler, le communisme n'est pas seulement une idéologie, mais une maladie à éradiquer. Depuis les premiers jours de son pouvoir, il voit dans l'Union soviétique un ennemi naturel, une menace idéologique et raciale à détruire. Dans sa pensée, l'Angleterre continue le combat uniquement parce qu'elle compte sur l'intervention soviétique, ou pire, parce que les bolcheviks la soutiennent secrètement. Sa paranoïa idéologique se mêle à son ambition militaire. Il n'accepte pas l'idée de s'arrêter. Il a besoin d'un nouvel objectif, d'une nouvelle conquête pour maintenir vivante sa machine de guerre et son mythe d'invincibilité. Pendant ce temps, ses généraux demandent du temps. Ils veulent réorganiser les forces, récupérer les pertes de la Luftwaffe, préparer une nouvelle offensive contre l'Angleterre. Ils insistent sur le fait que l'ennemi n'a pas encore été vaincu à l'ouest. Couvrir un autre front serait une erreur catastrophique. Mais leurs paroles se perdent dans le brouillard de l'obéissance. Personne ne peut contredire le Führer. Les cartes de l'état-major commencent à se remplir de nouvelles lignes rouges, non vers l'ouest, mais vers l'est. Les noms des villes changent. On ne parle plus de Londres ou Douvres, mais de Minsk, Kiev, Smolensk et Moscou. Hitler est décidé. L'idée qui l'obsède depuis avant la guerre reprend forme. Détruire l'Union soviétique et conquérir son vaste territoire. Il y voit la clé de sa domination totale de l'Europe. Il croit que le communisme, une fois détruit, laissera l'Angleterre sans alliés et les États-Unis sans raison d'intervenir. Dans son esprit, la guerre vers l'Est est une mission historique, une croisade idéologique et raciale qui mettra fin à toute résistance. Ses généraux l'écoutent avec inquiétude, conscients de l'ampleur du défi. Mais il n'y a plus de retour en arrière. À la fin de 1940, alors que les cieux britanniques sentent encore la poudre, Hitler donne l'ordre final. Préparer l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Est. Les ingénieurs commencent à étudier les routes, les planificateurs calculent les distances, les services de renseignement observent les mouvements soviétiques. En silence, des millions d'hommes et des milliers de véhicules commencent à se mobiliser vers la frontière. Personne en dehors du cercle le plus restreint du Führer ne comprend la véritable ampleur de ce qui s'annonce. L'Allemagne, encore en guerre avec la Grande-Bretagne, se prépare à ouvrir un front gigantesque qui changera à jamais le cours de l'histoire. Ainsi, dans son arrogance, Hitler commet la plus grande erreur de sa vie. Au lieu de consolider sa domination sur l'Europe occidentale, il se lance vers l'Est, vers un territoire immense, inconnu et brutal. L'invasion de l'Union soviétique ne sera pas seulement une nouvelle campagne, ce sera le début de la fin. Cette décision, née de l'orgueil et de l'obsession, déterminera non seulement le destin du Troisième Reich, mais celui du monde entier. Le vent de la guerre change de direction. Dans les couloirs du haut commandement allemand, les conversations qui tournaient auparavant autour de l'Angleterre commencent à s'évanouir, comme des échos d'une ambition devenue dénuée de sens. Les cartes montrant les côtes de la Manche sont désormais mises de côté, enroulées, remplacées par de nouveaux documents qui déploient devant les yeux du Führer un horizon beaucoup plus vaste, l'Est. L'attention du Reich se détourne de la Manche pour se diriger vers Moscou. Ce qui, il y a seulement quelques mois, était une priorité absolue. La conquête de l'île britannique est maintenant perçue comme un obstacle mineur
comparé à ce que Hitler imagine être la plus grande entreprise militaire de l'histoire moderne. Dans les chantiers navals du nord de la France, le bruit des marteaux s'éteint. Les barges de débarquement, celles construites dans l'espoir de traverser le canal, se couvrent de poussière et de rouille. Les soldats qui attendaient le jour de l'invasion sont réaffectés. Sur leurs visages se mêlent confusion et résignation. Les ordres sont clairs. L'ennemi n'est plus à l'ouest, mais à l'est. Peu à peu, la côte de la Manche, qui pendant des mois avait été l'épicentre de la puissance allemande, se vide. Les unités qui y avaient été concentrées, divisions d'infanterie, brigades blindées, artillerie lourde, sont transférées vers la Pologne. Les trains se remplissent jusqu'au bord de chars, munitions et provisions. L'Allemagne entière se mobilise dans l'autre direction. Les locomotives avancent de nuit, leurs sifflets déchirant l'air glacé, tandis qu'elles entraînent des colonnes interminables de wagons vers l'est. Les paysans polonais observent de loin cette marée grise et uniforme qui semble sans fin. L'invasion de l'Angleterre, cette opération Lion de mer, annoncée comme la continuation inévitable des victoires du Reich, disparaît sans cérémonie, sans annonce officielle, comme si elle n'avait jamais existé. Dans les bureaux de Berlin, l'ordre s'exécute avec une froideur bureaucratique. Démonter, réaffecter, préparer. La machine de guerre s'ajuste à nouveau, comme une tempête qui change de direction. Pour les Britanniques, cette transformation est un souffle de vie. Dans les bases aériennes de la RAF, les pilotes remarquent la différence. Les attaques allemandes deviennent moins intenses, le ciel plus calme. Dans les usines, les ouvriers peuvent travailler sans interruption constante des sirènes. La Grande-Bretagne, épuisée mais ferme, respire. Les rues de Londres, encore couvertes de ruines et de cendres, commencent lentement à se reconstruire. Le peuple, qui a enduré des mois d'obscurité, se relève une fois de plus. Il n'y a pas de célébration, seulement un silence chargé de soulagement. Le danger de l'invasion semble s'évanouir à chaque aube. Dans les cafés, les abris souterrains, les églises et les quais, le murmure est le même. Ils ont renoncé. Les Allemands ont renoncé. Et bien que personne ne le dise à haute voix, tous sentent que quelque chose a changé. L'île qui a refusé de se rendre a survécu à la première offensive. Winston Churchill le sait. Le Premier ministre, qui a conduit une nation au bord du gouffre avec sa voix, sa détermination et sa foi inébranlables, comprend que ce répit est plus qu'une pause. C'est une opportunité stratégique. La guerre n'est pas gagnée, mais pour la première fois, il semble possible de résister. Dans l'un de ses discours les plus célèbres, Churchill lance une phrase qui devient légendaire. « Si Hitler envahit l'enfer, je m'allierai au diable. » La phrase n'est pas une provocation, c'est une déclaration pragmatique. Le Royaume-Uni, qui a affronté seul la puissance du Troisième Reich, comprend qu'il ne peut survivre isolé éternellement. Il est temps de chercher des alliés, même dans les endroits les plus improbables. La diplomatie britannique commence à bouger avec discrétion et urgence, explorant les contacts avec de vieux adversaires, sondant les États-Unis et observant prudemment l'autre géant encore en retrait, l'Union soviétique. Churchill, avec sa vision stratégique, devine que l'équilibre du monde est sur le point de se rompre. Pendant ce temps, à Berlin, la pensée d'Hitler s'éloigne de plus en plus de la réalité. Frustré par l'échec aérien et obsédé par ses propres idées idéologiques, il voit dans l'Est la clé pour résoudre tous ses problèmes. Dans son esprit, l'Angleterre ne résiste que parce qu'elle espère que l'Union soviétique,
entrera en guerre en sa faveur. S'il parvient à détruire ce pilier de soutien, il croit que le Royaume-Uni se retrouvera sans ressources, sans alliés, sans raison de continuer le combat. Mais ce n'est pas seulement une question militaire. C'est aussi une question de foi politique. Hitler est convaincu que le destin du Reich dépend de la destruction du communisme. La guerre n'est plus seulement expansion territoriale. Elle est devenue une croisade idéologique. Dans sa vision messianique, le Führer contemple les vastes étendues de l'Union soviétique comme un territoire destiné à être conquis. Il parle de espace vital, de purification, d'une guerre d'extermination. Ses généraux écoutent en silence, conscients de ce que cela signifie. Certains, comme Halder ou Rundstedt, tentent de le prévenir. Ils lui disent qu'ouvrir un second front alors que l'Angleterre est encore debout est une folie, que les distances sont immenses, le terrain imprévisible, le climat mortel. Mais Hitler n'écoute pas. Il est convaincu que ce sera une répétition de la campagne française. « Nous n'avons besoin que de 8 semaines », assure-t-il froidement. Et dans ces paroles se scelle le destin de millions. Les ordres commencent à affluer avec une précision mécanique. Des trains chargés d'hommes et d'armes partent vers l'Est. Depuis les champs de France, de Belgique et des Pays-Bas, les divisions se déplacent vers la Pologne. Dans les gares, les soldats montent dans les wagons en chantant, convaincus qu'ils vont vers une nouvelle victoire rapide. Ils ignorent qu'ils marchent vers une guerre qui durera des années, qui dévorera des armées entières et transformera la carte de l'Europe à jamais. Les paysans polonais les regardent passer et gardent le silence. Ils ont appris que trop regarder peut être dangereux. Sur les routes, d'interminables colonnes de camions et de blindés se perdent à l'horizon. L'Allemagne se prépare une fois de plus pour une offensive colossale. À Londres, Churchill et son cabinet suivent de près chaque mouvement. Le renseignement britannique intercepte des rapports, analyse les mouvements ferroviaires, suit les concentrations de troupes. Tout pointe dans une direction. Le Reich a décidé de se tourner vers l'Est. Churchill en comprend immédiatement les implications. La décision d'Hitler d'affronter l'Union soviétique est un pari démesuré, une erreur de calcul monumentale. Pour le Royaume-Uni, c'est l'occasion de résister et de contre-attaquer. Avec un nouveau front ouvert, la puissance allemande se divisera, ses ressources s'épuiseront, son aura d'invincibilité commencera à s'effondrer. Et tandis que le Führer s'obsède sur la conquête de Moscou, l'esprit britannique se renforce, convaincu que l'histoire n'est pas encore écrite. L'été 1941 approche, et avec lui, le début d'une nouvelle phase du conflit. Dans les quartiers généraux allemands, l'opération Barbarossa prend forme. C'est la plus grande invasion terrestre jamais conçue. Des millions de soldats, des milliers de chars et d'avions, des centaines de divisions, tout préparé pour une offensive qu'Hitler croit déterminante pour le destin du monde. Dans son bureau, la carte s'étend sur la table. De la mer Baltique à la mer Noire, une ligne rouge marque l'avenir. Dans son esprit, le triomphe est assuré. Personne, pas même ses conseillers les plus proches, n'ose le contredire. Mais dans cette décision, dans cet élan d'ambition et de mépris de la réalité, Hitler vient de sceller son propre destin. L'écho de la guerre résonne encore dans les cieux de l'Europe. La fumée des villes bombardées se dissipe lentement, et au milieu de ces ruines émerge une vérité qui changera le cours de l'histoire. L'échec de l'invasion de la Grande-Bretagne n'a pas seulement préservé l'indépendance britannique, mais a modifié à jamais le destin de la Seconde Guerre mondiale. Cette île, frappée et blessée,
qui avait résisté seule face au pouvoir le plus redouté du monde, n'a pas seulement survécu, elle s'est transformée. D'une nation au bord du désespoir, le Royaume-Uni est devenu le cœur de la résistance, le point de départ d'une lutte qui, des années plus tard, traverserait à nouveau le canal, cette fois, non pas pour envahir, mais pour libérer le continent de la tyrannie. La décision d'Hitler d'abandonner l'offensive contre l'Angleterre et de tourner son attention vers l'Est fut, rétrospectivement, l'une des erreurs stratégiques les plus graves de l'histoire moderne. En renonçant à la conquête de l'île, il remit involontairement le contrôle de l'Atlantique à ses ennemis. La Grande-Bretagne, qui s'était retrouvée seule après la chute de la France, trouva dans cette pause l'opportunité de reconstruire sa force aérienne, de réorganiser sa marine et de devenir le refuge de tous ceux qui croyaient encore en la liberté. Depuis ses côtes, les futurs débarquements seraient planifiés, les troupes alliées entraînées et les offensives aériennes lancées, qui des années plus tard frapperaient le cœur du Reich. L'échec d'Hitler se transforma en la semence de sa propre défaite. Les historiens s'accordent sur ce point. Si Hitler avait maintenu son attention sur le Royaume-Uni, s'il avait insisté dans la guerre aérienne jusqu'à briser la résistance britannique, l'issue du conflit aurait été totalement différente. Peut-être le canal aurait-il été traversé, peut-être Londres serait-elle tombée, et peut-être le continent entier aurait-il été sous l'ombre de la croix gammée pendant une génération. Mais cela ne s'est pas produit. L'arrogance, l'impatience et l'obsession personnelle du Führer l'ont aveuglé. Incapable d'accepter que la force de son ennemi n'était pas matérielle mais morale, il sous-estima la volonté d'un peuple déterminé à résister. Et dans cette erreur, dans cette cécité, il scella son destin. Ce fut le jour où Hitler changea d'ennemi et scella son destin. Cette phrase, répétée des décennies plus tard par les annalistes, résume avec précision le point de bascule. Car au moment où le Führer décida de tourner son regard vers Moscou, il laissa passer la seule véritable opportunité de soumettre l'Angleterre. Et en faisant cela, il créa son ennemi futur. L'île qu'il avait voulu détruire devint la base opérationnelle de l'alliance qui le vaincrait. 4 ans plus tard, en juin 1944, depuis ces mêmes côtes britanniques, partirent les forces qui libéreraient la France lors du jour J. Les avions qui avaient décollé pour défendre le ciel de Londres furent les mêmes qui bombarderaient les fortifications du mur de l'Atlantique. Ce qu'Hitler avait tenté de détruire devint le bastion qui le détruirait lui-même. Le peuple britannique, de son côté, n'oublia jamais ces années. Les cicatrices du Blitz restèrent visibles pendant des générations. Bâtiments effondrés, quartiers entiers réduits en cendres, familles marquées par la perte. Mais parmi ces ruines, fleurit aussi quelque chose d'indestructible, l'unité nationale. Dans chaque rue, chaque usine, chaque foyer, les gens comprirent que leur résistance était plus qu'un devoir. C'était une déclaration d'existence. Lors des nuits de blackout, lorsque les sirènes interrompèrent le sommeil et que les enfants se cachaient dans les abris souterrains, il n'y avait pas de place pour la haine, seulement pour l'espoir. Car chaque jour qui se levait et voyait Londres toujours debout était une victoire morale sur l'ennemi. Une Londonienne, interviewée des années plus tard, s'en souvenait simplement, mais avec la force de celle qui a survécu à l'impensable, nous vivions dans la peur, mais chaque matin nous étions toujours là. Il voulait nous briser, et il ne fit que nous unir davantage. Cette phrase, prononcée des décennies après l'horreur, incarne l'esprit de tout un peuple.
car la résistance britannique n'était pas seulement militaire, elle était humaine, quotidienne, silencieuse. C'était le courage des pompiers courant vers les incendies, des infirmiers soignant les blessés parmi les décombres, des mères chantant à leurs enfants pendant que les bombes tombaient. C'était la force d'une nation qui refusa de s'agenouiller. Pendant ce temps, en Allemagne, les conséquences de l'échec commencèrent à se faire sentir comme une ombre qui s'étendait sur le Reich. Le mythe de l'invincibilité, qui avait grandi après la chute de la France, commença à se fissurer. Pour la première fois, l'armée allemande avait trouvé un ennemi qu'elle ne pouvait pas vaincre. Peu importe combien de bombes tombaient, combien d'objectifs étaient attaqués, l'Angleterre résistait toujours. Cette réalité frappa le moral des troupes et la confiance d'Hitler lui-même. Et pourtant, au lieu de reconnaître l'ampleur de son erreur, le Führer s'enferma encore davantage dans sa propre vision. L'échec le poussa à avancer tête baissée, conquérir l'Est, chercher une nouvelle guerre avant d'avoir remporté la précédente. L'histoire se chargerait de montrer ce que cette décision signifiait. Lorsque les armées allemandes marchèrent vers l'Union soviétique, l'équilibre du conflit changea pour toujours. La guerre, jusqu'alors rapide et victorieuse, se transforma en un cauchemar d'usure et de destruction. Dans les steppes russes, les chars gèleraient, les hommes mouraient de froid, et le mythe du Reich invincible s'effondrerait sous la neige. Et tout cela commença ici, au moment où Hitler décida d'abandonner l'Angleterre. Ce fut la racine de sa chute, le point exact où l'histoire prit une autre direction. Aujourd'hui, les chercheurs de cette période s'accordent à voir la bataille d'Angleterre comme bien plus qu'un épisode militaire. Ce fut une bataille pour l'âme du monde. Si les chasseurs de la Luftwaffe avaient triomphé, l'histoire de la liberté aurait été différente. Mais ils ne l'ont pas fait. La victoire britannique démontra que le totalitarisme pouvait être arrêté, que la peur n'était pas invincible, et que même dans le moment le plus sombre, un peuple uni pouvait défier le destin. La résistance de l'île ne sauva pas seulement sa nation, elle maintint la flamme de l'espoir sur tout le continent. Ainsi, lorsque les années passèrent et que les bombes cessèrent de tomber, les gens comprirent le véritable sens de ce combat. La bataille d'Angleterre fut plus qu'une défense, ce fut un symbole, un rappel que le courage humain peut changer le cours de l'histoire, que même face à la destruction totale, la volonté de résister peut construire un nouvel avenir. Car cette erreur d'Hitler, ce changement de direction motivé par l'arrogance, ne le condamna pas seulement lui. Elle offrit au monde une seconde chance. Et des cieux gris de 1940 à l'aube de 1945, ce fut cette même flamme, allumée dans les abris londoniens, qui éclaira le chemin vers la liberté.